Bienvenue dans la leçon des auditeurs. Cette semaine, je suis heureuse de recevoir Mathieu Libessard, qui a fondé la marque Helmut, des couvre-casques à paillettes personnalisables. L'histoire de Mathieu est hors du commun. Son changement de carrière est dû à un événement traumatisant. Le 13 novembre, on s'en rappelle tous, sauf que lui, il était au Bataclan. Tu écoutais du rock, toi ? J'ai écouté du rock, j'ai toujours écouté du rock. La musique a fait toujours partie de ma vie, mais j'écoutais pas forcément en fait au quotidien, mais en tout cas s'il fallait que j'écoute au quotidien quelque chose, en fait c'était du rock. Ok. Et j'en écoute toujours, Ouais. mais je ne sais pas pourquoi je vais plus à des concerts. Ouais, tu J'évite m'étonnes. j'évite aujourd'hui justement donc les événements où il y a un peu plus de un peu trop de monde à mon goût en tout cas. Et alors, ce concert-là, c'est un groupe que tu aimais beaucoup, tu l'as trouvé un peu par hasard, on te l'a proposé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, ce qui est rigolo, en fait, c'est que ce groupe, je l'ai découvert une demi-heure avant. Oh, yes. Je le connaissais pas parce que j'avais, à l'époque, en fait, de ma vie, je partageais justement donc mes semaines entre Paris et Bruxelles et ils savaient, en fait, que j'étais à Bruxelles ce vendredi. Et dans le train, le Thalys, pardon, en fait, entre Bruxelles et Paris, en fait, je reçois un SMS de la part de mon beau-frère qui me travaillait à l'époque pour une marque, un opérateur téléphonique et qui avait également une division musicale et qui, en fait, avait des places pour un concert de rock, enfin de métal exactement. Et en gros, en fait, il m'a dit, viens, puisqu'en plus, c'est à côté de chez toi. Puisqu'à l'époque, j'habitais à Ménilmontant, donc c'était vraiment à 5-10 minutes à pied. J'ai même pas eu le temps en fait de découvrir sur le chemin. J'ai découvert une fois dans la salle en fait le style en fait des Eagles quoi. Donc c'était vraiment un concours de circonstances. Donc il y avait ton beau-père, Mon beau-frère, ton beau-frère et ma belle-sœur. Ah oui, pardon. Ok, j'étais en train de me dire ta sœur. Non, ton beau-frère, ta belle-sœur. Et moi. Et toi et ta femme n'étaient pas là. Non, parce que ma femme en fait était fatiguée de sa semaine. Ok. Et elle a l'habitude, elle sait dire non. Moi, je sais pas dire non. Et donc du coup, c'est la grande leçon peut-être de cet épisode. C'est une des nombreuses leçons effectivement que je peux en tirer. Mais effectivement, ce soir-là, elle était fatiguée et puis. Moi je peux pas refuser grand chose en fait à mon beau-frère en fait c'est comme mon beau-frère c'est comme mon frère, ma belle famille de toute façon en fait je suis vraiment donc très bien tombé. C'est un cadeau ça hein. Ouais, c'est vraiment un cadeau et effectivement elle avait décidé de pas venir mais comme c'était à côté de la maison, j'étais également fatigué, j'ai dit de toute façon je serai de retour donc d'ici 1h30 2h grand max quoi. Bon, je suis rentré quelques jours après. Putain. Toi t'étais près d'où? T'étais en haut? J'étais dans la fosse. On était dans la fosse. Il y a plein en fait donc de détails en fait dont je me souviens très bien. Alors pour la petite histoire en fait, mon beau-frère et ma belle-sœur c'était leur première en fait soirée en amoureux. Parce que il venait d'avoir un enfant donc au mois de juillet et en gros en fait c'était la première soirée qu'il s'autorisait à prendre et donc du coup en fait tu vois alors mon beau-frère il s'avère que lui c'est un très 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 grand fan en fait de ce type de musique ouais, exactement et lui en fait un concert de rock et de métal en fait ça se fait dans la fosse, ça se fait pas justement donc ailleurs. C'est vrai pour les pogos, pour l'ambiance bien bon, sûr. On a un peu passé l'âge pour les pogos parce que sinon on met un peu de temps à s'en remettre. Mais quand on est arrivé, donc il y a eu une grande discussion en fait sur le choix ou le positionnement donc dans la salle. Donc c'est drôle, enfin c'est drôle, c'est assez saugrenu en fait. Comme avec du recul, on se dit tiens on va se poser. Mais ça a été vraiment un débat parce que ma belle-sœur et moi-même en fait on voulait être en fait un peu en recul. Mon beau-frère lui voulait être dans. Donc on a réussi à être en fait à l'arrière en fait de la fosse à côté de la loge technique, à côté de la loge technique. Donc, mais juste au niveau de l'entrée, on descend quelques marches et on était donc dans la fosse. Mais ça a été effectivement une grande conversation. Et si je continue en fait au niveau des anecdotes, mon beau-frère est au tout début, avant même que le concert ne commence, en fait, est allé nous chercher à boire. Et en attendant, donc je discutais avec ma belle-sœur et ce qui était rigolo entre guillemets. Alors encore une fois, en fait, c'est peut-être maladroit enfin de ma part d'utiliser le mot rigolo, mais non, en mais tout cas, t'es humain et tu fais avec tes mots et c'est toi qui as vécu et pas les autres. Donc personne te juge. Hein. Voilà. En tout cas, ce qui est, avec du recul, c'était effectivement une conversation que ma belle-sœur avait en disant tiens, tu sais, depuis que je suis mère, je fais attention à plein de choses. Me dire. Et il y a plein de choses en fait auxquelles je prêtais pas attention. Et maintenant, par exemple, mon réflexe et je me suis foutu d'elle ce soir-là. C'était en fait j'ai le réflexe de regarder où sont les sorties de secours.
Ah la vache. Donc du coup, en fait, avant même que le concert ne commence, pour me foutre d'elle, en quelque sorte, en fait, on a identifié ensemble les sorties de secours. Mais et donc tu vois, donc elle me dit, tu vois, elles sont là, bon, ouais, très bien. Après, donc mon beau-frère est revenu avec les bières et le concert a commencé. Mais t'as un instinct. et effectivement, tu vois, donc ça a été avec du recul. Alors on n'en parle pas tous les 4 matins. Enfin, on n'en parle pas régulièrement, mais en tout cas, ça a été un truc qui nous a vraiment marqué. De dire punaise, on a évoqué en fait les sorties de secours avant ce qui est arrivé, quoi. Ouais, c'est très très troublant et en plus à ce moment-là. On n'a pas encore. Maintenant, on fait forcément. Je pense que pour beaucoup, on va dans un concert, on a une petite réflexion, mais je veux bien c'était croire pas ces paroles. Ouais, le cas à ce moment-là. Non, clairement. Non, c'était il y a une remarque en fait quand c'était fait aussi, c'est qu'on a trouvé ce soir-là les gens particulièrement beaux. Waouh. Et tu vois, donc particulier. Waouh. Ouais. Et c'était c'est bizarre en fait, tu vois, donc parce qu'en fait, tu vois, donc ces personnes, on s'était fait cette remarque, tu vois. Donc, alors beau, en fait, il y a plusieurs définitions, hein, tu vois. Donc c'était entre guillemets dans leur unicité, dans leur, je sais pas, quelqu'un avait en fait un look assez unique en son genre, mais on ne portait aucun jugement. Au contraire, en fait, ça rendait vraiment cette personne belle, unique, etc. Et on s'était fait cette remarque. Bon, alors après, tu vois, donc peut-être que on a ce genre donc de réaction plus régulièrement qu'on l'imagine, mais en tout cas donc on se souvient en fait du contenu des échanges qu'on a pu avoir avant, parce qu'après tout s'est précipité, donc en Bien gros sûr, et c'est un peu ça a un peu été au ralenti, on va dire, les souvenirs, mais vive le rock'n'roll, hein, malgré tout. Vive le rock'n'roll. C'est très touchant cette remarque sur la beauté des gens, presque on a presque une image angélique en fait quand tu le dis. Oui, je pense qu'il y a un peu de ça, ouais. T'étais croyant ? Je suis de culture catholique, mais je ne suis pas, non, je suis pas croyant plus que ça. En fait, j'ai fait, on parlait donc d'école à Nantes, notamment juste avant. Donc j'ai fait toute ma scolarité en fait dans ce type d'établissement privé, catho, mais pas pour autant en fait. Alors, je pense qu'il y a plusieurs formes en fait donc de croyances. En fait, je pense que je crois en l'être humain maintenant. Ça m'a pas en fait. Ça t'a pas bousillé là-dessus. Non, ça c'est vraiment l'une des premières réactions en fait que j'ai pu avoir en fait, c'est de dire il faut qu'on s'en sorte, quoi. Il faut que je m'en sorte. Ça a été peut-être très égoïste de ma part, mais en tout cas ne pas tomber entre guillemets donc dans les stéréotypes ou dans les pièges, quoi. Donc ouais, j'ai encore foi en l'être humain, quoi. Ouais, ta foi en l'être humain, c'était ma question. Est-ce que ça a modifié ta façon de croire ? Non. C'est pas évident tous les jours, mais alors après, tu vois, donc avant de faire des paillettes et des casques à paillettes, j'ai fait, j'ai 20 ans d'expérience dans les ressources humaines, dans le recrutement, et donc du coup, en fait, déjà l'humain, en fait, c'est une réelle, de l'amour pour les gens, quoi, en général. Je veux pas te poser de questions trop précises sur des choses auxquelles tu voudrais pas répondre, parce que je veux pas rentrer dans le morbide, c'est pas mon but non plus. Par contre, il y a un truc qui m'intéresserait, c'est, tu sais, tu me parles d'anecdotes et de détails. Parfois, c'est très perturbant parce que on a des anecdotes insignifiantes qui restent ancrées. Et ça, je trouve que d'un point de vue psychologique, c'est passionnant. Tu vois ce que je veux dire ? Genre cette réflexion que vous avez eue tous les deux, qui est presque un peu mystique en fait. Est-ce que tu te rappelles d'autres moments comme ça ? Ah oui, il y en a plein. De toute façon, en fait, tout va super vite et en gros, t'as l'impression que tout va super vite quand tu regardes après, en fait, le déroulé des événements, en fait. Mais dans ta tête, en fait, ça paraît encore plus long après. Mais au final, pour moi, c'est vachement court. Ah, ça, c'est vachement tu vois, donc fort, déjà. parce que moi, je me suis échappé. Je me suis échappé en fait avant l'assaut et en gros en fait ça m'a paru en fait, je suis pas resté des heures en fait donc dans la salle, mais ça m'a paru en fait éternel, quoi, comme moment. Et tu vois, j'ai eu des réflexions parce qu'en plus cet événement est arrivé en fait dans une
dans une période de ma vie professionnelle qui était vachement importante. En fait, ça faisait une quinzaine d'années en fait que je travaillais pour un objectif. En fait, puisque j'avais été amené en fait à lancer l'activité française de mon employeur qui était un employeur anglais. Donc, j'avais ma présentation de promotion en fait pour être directeur de la société en fait une semaine après. Et effectivement, quand je me suis retrouvé le nez sur le parquet, ça a été l'une de mes remarques quoi, à dire punaise en fait à une semaine. Ah ouais. Ouais, mais t'as des vrais. C'est intéressant, tu vois. Ouais, moi, avec du recul, je me suis dit, mais en fait, fou, quoi. ça a vraiment, en fait, ce boulot m'a bouffé concrètement parce qu'en fait, je me dis, punaise, à ce moment-là, en fait, je savais pas si j'allais rester. En tout cas, si j'étais même convaincu que j'allais rester parce que pour moi, il y avait pas donc il y avait pas les probabilités n'étaient pas très importantes pour s'en sortir, mais effectivement ça a été ce genre donc de réflexion que je me suis faite. Après donc j'ai pensé à des personnes on va dire donc clés dans ma vie, notamment donc ma compagne, et je voulais en fait comme dans les films américains prendre mon téléphone et lui envoyer un message, etc. Bon bah sauf que je pouvais pas trop parce que j'avais pas trop accès en fait à mes poches, et puis je voulais surtout pas bouger, et donc du coup j'ai pas pu envoyer en fait de messages, mais effectivement ça m'a toujours c'était bien sûr, enfin ça paraît c'est évident en fait que je voulais en fait l'informer de la situation, parce que je savais pas si elle était au courant de ce qu'on vivait quoi. Oui, et puis tu penses à elle qui a les trois êtres les plus proches. Ouais, c'était ça. Ouais, c'était ça. Ouais, ça aurait pu être dans le lot en fait de les trois personnes présentes là ce soir-là. En fait, il y a que moi qui étais blessé. T'as été blessé? Ah oui, moi j'ai pris effectivement donc une balle en fait dans la main gauche. Et mon beau-frère et ma belle-sœur n'ont pas été blessés, et c'est quelque part en fait peut-être plus simple en fait d'avoir été blessé. Alors je sais pas comment ça peut être interprété, mais en tout cas donc c'est plus simple en fait donc d'être selon moi d'avoir été blessé physiquement parce que en gros c'est visible. Ça justifie ta douleur à l'intérieur. Exactement. Alors que il y a beaucoup de personnes en fait qui étaient présentes, qui n'ont pas été blessées, et en fait elles se prennent aussi donc elles se sont prises en fait énormément donc de remarques en disant mais oui mais toi t'as pas été blessé, ou au final en fait toi c'est pas comme si c'est exactement la même chose, c'est une autre forme de blessure, tu vois. Quelle violence d'entendre des termes comme ça alors qu'on est brisé à l'intérieur quoi. Oui, mais ça, c'est pas visible, tu vois. Et puis, il devrait pas y avoir entre une échelle. Voilà, point barre. C'est clair, point barre, en fait. C'est tout. T'as tout à fait raison. Tu te prends cette balle, tu te la prends dès le départ? Ouais, direct. Comment tu fais pour te contenir? Alors, il faut savoir, en fait, une chose, c'est que je suis certainement la personne la plus peureuse au monde. Alors, peureuse, non, mais en tout cas, donc... Ouais, je suis pas... Non, ça y est, tu l'as dit. C'est dit. T'as le titre, on peut plus revenir en arrière. Je t'avais dit que je pouvais couper, mais pas ça. Non. Non, mais effectivement, tu vois, donc, en tout cas, on en rigole, mais effectivement, donc, je me dis, tu vois, j'ai jamais vu, en fait, de film d'horreur de ma vie, par exemple. Quand je voulais dire, en fait, que j'étais quelqu'un de peureux, en fait, j'en ai conscience. Enfin, je me connais relativement bien. Et en fait, pour mesurer la gravité du truc, en fait, je me suis dit, Mathieu, tu vas regarder une seule fois ce que t'as. Ok. Une seule fois. Tu vas pas regarder plusieurs fois. Ok. Parce que sinon, j'allais tomber dans les vapes. Et c'est bien, tu réfléchissais de manière pragmatique. Ah, c'était pour mettre aussi donc dans le contexte. Moi, j'avais absolument pas réalisé, j'avais absolument pas compris en fait de ce qui se passait en fait, tu vois. Et, notamment grâce à l'expérience en fait de mon beau-frère qui lui continuait à aller à des concerts, m'avait demandé en fait sur le chemin donc d'acheter des boules caisses pour pouvoir profiter justement donc du concert et ne pas avoir ce fameux bourdon en fait pendant 48 heures après, et en gros en fait moi j'avais absolument pas calculé ce qui se passait derrière moi, et c'est j'avais entendu donc des bruits en fait un peu particuliers, mais j'étais convaincu que ça fait partie de la scénographie ou que c'était un peu dans le thème quoi. Ouais, c'est vrai qu'en plus quand t'as des boules caisses, t'es vraiment dans ton monde. Ouais.
Et c'était exactement ça. Et puis en plus, en fait, tu vois, donc je te disais tout à l'heure, en fait, que c'était leur première sortie en amoureux depuis la naissance de leur fils. Et donc du coup, en fait, tu vois, comme on était un trio, moi, j'avais décidé de me mettre devant eux pour leur laisser un peu d'intimité, pour qu'ils puissent être derrière, j'en sais rien, c'est etc. Et de mignon. pas entre guillemets, oui, être les gêner, quoi. Donc du coup, en fait, j'étais devant eux. Moi, de toute façon, dans ma tête, j'étais crevé. C'était au bout d'une heure et demie, je rentrais chez moi, un point barre. Et j'écoutais, et effectivement, c'est moi, j'ai entendu mon beau-frère, en fait, qui, m'ordonnait de me mettre sur le sol. Donc en fait, T'as pas compris? non, j'ai pas compris, non. Je T'as me suis pas mis sur le compris. sol, j'ai eu enfin, je me suis retourné, j'ai vu qu'il y avait que ça s'affolait. Je me suis mis sur le sol, et c'est entre le moment où je suis passé donc de la position debout à allongé, que j'ai été touché. Et Ouais, donc dès le départ. dès le départ, ouais, dès le départ. Et après, en fait, j'ai été entre guillemets donc protégé par d'autres personnes, quoi, qui se sont également mises volontairement ou non, en fait, sur le sol. Donc voilà. Donc l'adrénaline fait que tu ne ressens pas la douleur. Absolument rien du tout. Le corps est bien fait pour ça. Absolument rien du tout. Ouais. Ouais. Je me souviens, en fait, effectivement, donc du palpitant. Et puis effectivement, donc toutes les pensées, en fait, qui vont à 100 000 à l'heure, quoi. Tu vois. Ouais. Et intéressant de te dire, putain, je suis en train de penser au boulot. Quelques temps après, tu te dis, mais en fait, ça va pas du tout. Ah non, mais oui. Mais tu vois, t'es humain. Mais enfin, je pensais à ça, et en le pensant, tu vois, je me suis dit, punaise, en fait, t'es con de penser à ça, quoi. Ouais. T'es grave, quoi. T'es grave de penser à ça. Et ce qui est, alors tout à l'heure, tu me posais la question si j'étais croyant. Non, mais par contre, en fait, je pense être sensible à pas mal de choses, etc. Et aux énergies, etc. Aux énergies, plutôt. ouais, je pense. Et une année avant, en fait, j'avais commencé à aller voir une sophrologue. Et voilà. Ça m'a vraiment aidé ce soir-là, entre guillemets, à accepter la situation, parce qu'il y a vraiment, donc tu passes, enfin en tout cas en ce qui me concerne, il y avait différents stades, en fait, tu vois. Donc au départ, de dire mais c'est pas possible, quoi, pourquoi et ne me dis pas que c'est pas vrai, quoi. C'est trop gros pour être vrai. Et puis après, en fait, quand tu analyses un petit peu donc la situation, tu te dis bon bah voilà, là de toute façon c'est mal barré, quoi. Donc et ça m'a vraiment aidé. Et ce qui m'a, à l'époque, en fait, on faisait des exercices justement, donc de visualisation, notamment une espèce de bulle. Et du coup, en fait, ça m'a aidé à supporter comme on pouvait, en fait, la situation. Il y avait alors là, c'est un détail, mais tu vois, comme quoi. Voilà, là on rentre vraiment dans les détails, mais en tout cas c'était pour dire j'arrivais en fait à retrouver du réconfort. Donc tu vois, donc je suis peureux, je suis douillet, j'aime pas quand je me fais mal, mais on quoi que ce soit. s'étonne, hein. Ouais, bah oui, ouais, je sais pas, je sais pas. Là, ce soir-là, tu vois, donc la chose ce qui me rassurait, en fait, c'est que ça ne m'avait pas fait mal. Quand t'étais en fait vraiment sur le sol, en fait, chaque impact, on le ressentait vraiment. Et tu vois, donc moi je voyais rien parce que j'étais sous d'autres personnes qui assistaient au concert. Et en fait, ce qui me rassurait, c'était en fait, je ressentais que l'impact se rapprochait. Parce qu'à un moment donné, effectivement, on avait vraiment le sentiment en fait qu'ils choisissaient entre guillemets donc leur cible. Et ça me rassurait en fait donc de petit à petit en fait d'entendre que cet impact en fait se rapprochait de moi. Et moi, ce qui me rassurait dans ce chaos, en fait, c'était de dire bon, de toute façon, en fait, ça t'a pas fait mal. Donc la prochaine, elle est pour toi, et ça sera la bonne entre guillemets, puisque j'avais accepté mon destin entre guillemets donc de cette soirée, tu vois. T'avais peur d'avoir mal. J'avais peur d'avoir mal. Ouais. Je comprends. C'est franchement, c'est un truc. Je me serais dit ça aussi, je comprends tout à fait. Moi, ça m'avait vraiment marqué. J'avais peur donc d'avoir mal, et je m'étais rassuré en fait en disant bah voilà, c'est pour bientôt, et j'aurai pas mal, quoi. Et ça, c'était vraiment. Ça doit être très très perturbant ensuite de déconstruire ça dans son cerveau. Tu vois, de recapter qu'en fait on n'est pas mort et qu'on n'est plus dans cet instant juste avant la mort.
Est-ce que je suis pas certaine d'être très claire, mais je me dis que ton cerveau, pour lui faire comprendre que cette situation d'urgence est terminée, ça a dû prendre du temps, non? Ouais, mais il y a encore des oui. stigmates au quotidien, tu vois. Il y a des réflexes encore, et ça peut être pesant en fait pour les personnes qui partagent ma vie aujourd'hui, parce qu'effectivement, tu vois, donc je pense, j'espère en tout cas d'être d'une relative bonne compagnie, mais effectivement, je suis pas très sympa en fait dans les aéroports, je suis pas très sympa dans les gares, en quoi que ce soit. Je te comprends. Je suis un peu stressé et j'ai toujours tendance entre guillemets donc à imaginer entre guillemets des situations un peu voilà. Ton Alors cerveau avec tout l'optimisme du monde, tu vois, donc je suis quelqu'un, j'ose espérer d'être relativement optimiste, mais bon après, ouais, mon cerveau envisage quoi. Donc, oui, puis il faut être un peu doux avec soi-même quand on a vécu ce genre de moment qui n'est pas normal. Voilà, on peut accepter que tes réactions ensuite ne le soient pas toujours non plus, tu vois. Oui, oui, on peut l'accepter, ouais. Mais tu vois, ça n'a pas été évident pour Mais ça a dû être super dur pour elle aussi. Elle a eu mais 3 des personnes qu'elle aime le plus au monde. mais complètement. Déjà, elle a cru vous perdre, j'imagine. Complètement. Et vous venez, vous avez vécu quelque chose qu'elle a envie de comprendre, mais qu'elle pourra jamais tout à fait comprendre. Mais non, mais c'est une victime elle aussi. Mais bien entendu, mais elle n'a pas été entre guillemets considérée comme telle, tu vois. Et ben voilà, c'est là on en revient à ça. Mais bien sûr, en fait, mais tu vois donc par ricochet, effectivement. Victime collatérale. Mais tu vois, on parlait donc de Gris, c'est bien clairement en fait elle était, elle a vécu. Et tu vois, ça a créé en fait on s'est séparés pendant 2 ou 3 ans, 2 ans. Parce que vivre avec cet événement en colocation, en fait, c'est pas évident. C'est pas évident. C'est beau que vous soyez retrouvés. Mais à partir du moment où moi je me sentais mieux, en fait, elle a ressenti le besoin aussi, en fait, de dire ok, j'ai besoin donc non pas de légèreté dans ma vie, mais entre guillemets donc de ne pas vivre en fait au quotidien en fait avec cet événement quoi. Mais au final, on s'est retrouvés, mais ça déstabilise un couple, même un couple ultra soudé. Et là, c'est au-delà de ça. Ouais, et tu rajoutes en plus de ça la naissance d'un enfant qui est déjà un grand perturbateur du couple. Tu réussis donc à t'échapper. Comment tu trouves ce courage en toi de te lever? Ça c'est un mystère pour moi. Ah ouais. Ça aujourd'hui c'est un mystère parce que alors pour plusieurs raisons. La première raison en fait c'est que moi en fait j'avais accepté en fait d'y rester. Ouais. Donc pour moi c'était il y avait pas d'issue possible. Donc à partir du moment où en gros je me suis mis au sol, j'ai retiré une boule caisse pour pouvoir entendre un minimum en fait ce qui se passait autour de moi. Il y a eu entre guillemets donc une opportunité en fait à un moment donné où ça s'est calmé de partir, mais les personnes qui ont essayé, c'était un mauvais timing, c'était pas la bonne occasion. Donc du coup en fait tu vois donc le pourcentage entre guillemets donc de chance en fait se réduit considérablement. Donc en gros en fait pour moi la décision était prise que c'était à moins d'avoir une intervention qui est arrivée bien après, mais comme quoi enfin moi c'était vraiment mal barré. Et en fait, c'est la voix de mon beau-frère en fait qui a prononcé mon prénom en fait qui m'a fait j'ai levé la tête, enfin j'ai levé, c'est un bien grand mot en fait, j'ai bougé la tête et je l'ai aperçu et c'est lui qui a dit on y va. Waouh. Et là, je n'explique pas comment j'ai réussi à sortir. Ouais. C'est surhumain. Ouais, j'ai pas forcément envie de le mentionner au micro. Je pense effectivement que c'est surhumain. Ouais. Je pense effectivement que c'est sûr. Je ne m'explique pas en fait la force qui m'a tiré en fait de ce Tetris quoi. Et on a pris tellement de mauvaises décisions qui au final en fait se sont révélées être la bonne, mais on est sorti par l'entrée quoi. Donc tu vois. Donc en gros on a fait on a joué entre guillemets non pas avec en même temps on n'a même pas réfléchi quoi, mais en gros en fait on a pris en sandwich ma belle-sœur, lui était devant, moi j'étais derrière, et en fait on s'est extirpé et on s'est même battu entre nous quoi pour pouvoir sortir parmi les premiers. Bien sûr. Et on est sorti par l'entrée. Ouais. Et vous êtes sorti par l'entrée. Ouais. Ça doit être lunaire ce premier coup de vent sur la gueule de l'extérieur. Alors moi je m'en souviens pas parce qu'en fait
moi j'ai perdu trace de mon beau-frère et ma belle-sœur en sortant de la salle, parce que j'ai glissé en fait sur des débris de verre. Et là aussi, tu parlais de remarques, etc. Je me dis, punaise, Mathieu, il y a que toi, entre guillemets, tu arrives à te sauver et tu vas finir en fait en premier, tu vas te faire avoir, tu vas te faire tuer en fait. Pardon, je rigole. Non, mais bien, non, mais moi, c'était ma réaction. Je comprends. C'était ma réaction. Tu vas finir en fait, tu vois, donc ces images qui deviennent des images clés entre guillemets, avec le corps entre guillemets face en première page des journaux. Arrête, face au Mathieu, Bataclan. parce que tu vas commencer à être marrant et après j'avais envie de rigoler. Non mais tu veux que je te dise, oui. non mais il y a des enfin moi entre guillemets, donc l'humour en fait qui soit, alors je suis pas juge pour savoir s'il est bon ou pas, mais en tout cas oui, ça sauve. Ah oui, c'est clairement ça m'a sauvé en fait depuis toujours en fait, ça c'est ma carapace en fait l'humour. Je suis un grand timide à la base et en fait mon caractère quoi. Et là effectivement, je me souviens, je me suis retrouvé, j'ai glissé et je me suis vautré en face de la porte d'entrée en fait du Bataclan. Et je me dis, punaise, en fait, t'aurais mieux fait, tu vas y rester devant, quoi. T'es vraiment un con, quoi. Ça me fait penser à Jennifer Coolidge dans la saison 2 de White Lotus. Je sais pas si t'as vu. On a parlé de cette série. Il faut que tu la regardes, extraordinaire. Est-ce que j'ai le droit de te spoiler? Vas-y. La meuf, elle est sur un bateau yacht. Elle est entourée de gays qui, depuis une semaine, la font sortir, etc. Et tout d'un coup, en fait, elle réalise qu'elle est sur un bateau et que personne va retrouver son corps parce qu'on va la tuer. Elle et sa fortune, tu vois. Donc, elle prend un flingue et elle tue tout le monde. Elle se dit, c'est bon, je suis sortie d'affaire. Elle glisse sur une corde, elle tombe dans l'eau et elle meurt comme ça. Ouais, mais non, mais... T'aurais pu être Jennifer Coolidge. J'aurais pu. J'allais dire dans une autre vie. Non, mais... Restons sur celle-ci. Ouais, mais ce genre de réflexion. Ouais. Et après, tu vois, donc je me souviens du sprint que je me suis tapé. Et j'adorais, en fait, voir les vidéos, tu vois. Ouais. Mais effectivement... Et je me souviens, en fait, c'est la deuxième à gauche, quoi. Enfin, je suis parti sur la gauche et mon beau-frère et ma belle-sœur, eux, sont partis sur la droite. Et je les ai perdus à ce moment-là. Et moi, j'ai pris la deuxième à gauche, rue Crussol. Et et là, je me souviens, en fait, avoir croisé des personnes qui n'étaient pas, en fait, au courant encore du truc, tu vois. Ah là là. Et moi, j'étais avec ma main qui ressemblait à une saucisse de Francfort qui avait complètement explosé. Et les personnes en fait changeaient de trottoir. Hein. Ah bah oui. En me voyant, c'était effectivement c'est un fou. Ouais, Walking Dead, tu vois. C'était un peu ça. J'ai perdu la trace en fait, donc de deux jeunes en fait et c'est les seuls en fait qui m'ont aidé. Et donc du coup, ils ont commencé à frapper en fait à toutes les portes pour pouvoir me cacher en fait dans une cage d'escalier. Et c'était mignon en fait. Je me souviens en fait que du coup en fait le jeune j'avais plus de batterie après, donc j'ai pas eu l'occasion en fait de prendre son numéro, même son nom, je sais pas qui, mais en gros ils avaient notamment donc appelé donc les pompiers pour savoir ce qu'ils devaient faire. Donc le pompier c'est touchant. Au téléphone en fait avait dit il faut faire un garrot en fait, donc et moi j'avais mis mon pull en fait autour des hanches, j'avais fait un nœud et donc on avait fait un garrot avec mon pull. Et je me souviens que c'était un pull que j'avais acheté il y a pas très très longtemps, une semaine avant, et c'était un pull Sandro. Fais chier. Et j'avais dit, punaise, t'es en train de niquer mon Sandro, là. Et il me regarde, je dis, non, mais je déconne. Mais effectivement, tu vois, et c'était, en fait, dans ce chaos, encore une fois, un peu de légèreté. Ouais. Clairement. Et de douceur aussi, parce que dans tous les moments comme ça, il y a toujours des petits instants de respiration avec des gens qui sont tellement humains et doux et gentils. Tu sais, c'est ça qui te retient, quoi. Ah bah clairement, tu vois. Et ce soir-là, j'en ai eu des signes. Vas-y. Je mange un petit bonbon pendant que tu me racontes les signes. Mais non, j'en ai eu plein des signes. Notamment le plus flagrant en fait, parce qu'en gros en fait tu vois donc moi on m'a baladé du coup en fait je me suis retrouvé donc rue Crussol. Après en fait ces jeunes en fait m'ont amené place de la République, mais la place de la République c'est pas là où les personnes du Bataclan étaient justement rassemblées. Donc tu retrouvais personne. Je retrouvais je retrouvais personne, mais c'est surtout en fait une fois dans l'ambulance en fait, notamment de la Croix-Rouge en fait, les personnes que je croisais qui après en fait étaient dans l'ambulance avec moi, il y en avait notamment une personne qui devait avoir 75 ans, un truc comme ça. J'ai dit, punaise, vous êtes âgé pour aller au concert, ou en tout cas vous avez des sacrés goûts musicaux. Il me dit, mais non, moi j'étais pas au concert, quoi. Et c'est à ce moment-là en fait que j'ai compris, et c'est là où les infirmiers et infirmières m'ont dit que non, en fait c'était un événement qui avait concerné plusieurs adresses, tu vois. Moi j'étais complètement complètement à l'ouest.
Bah oui. Et après, tu vois, donc on m'a transféré dans une autre, dans un kebab, au pied en fait de la Belle Équipe, tu vois, donc Ouais. à l'autre bout, enfin à l'autre bout de Paris, non, mais en fait j'ai traversé en fait, et on parle de synchronicité, pas de synchronicité, mais de signes. Ouais. Je descends en fait de cette, moi je savais pas qu'il y avait la Belle Équipe qui avait été touchée. Je sors de là, et là il y avait plein de militaires, tout ça que je croise, et je sors en fait donc de l'ambulance et je croise un mec de la Croix-Rouge, et le mec de la Croix-Rouge, je lui dis je te connais. Et le mec il me dit ouais c'est bon. Je dis bah si, tu t'es marié à une telle en fait et ton prénom c'est ça. C'est pas vrai. Ouais. Et le mec il me dit ouais. Je dis bah ouais, tu t'es marié à une de mes potes. Et je ne savais pas en fait, mais son visage, j'ai une excellente mémoire en fait à la base en fait, donc des visages. Et maintenant en fait enfin l'une des conséquences entre guillemets donc de cette soirée en fait, c'est que maintenant, alors tu vois, il y en a qui comptent les boutons, moi je compte les visages en fait. Ok. Tous les jours avant de me coucher en fait, Ah je ouais. repasse en fait tous les visages. Donc ce soir je penserai à toi, Oh. mais et je penserai à Tara aussi. Mais ouais, donc en gros en fait tu vois, donc j'imprime les visages, et le sien en fait, j'ai dit mais je te connais quoi. Et donc du coup en fait ça m'a quelque part, ça m'a vraiment fait du bien Mais bien de sûr. reconnaître en fait un visage. Alors lui il me connaissait pas, mais en fait moi ça m'a fait du bien. Mais c'est extrêmement rassurant, Ah et ouais. puis ça te remet dans le réel aussi, des gens que tu connais, d'événements positifs, etc. Et je me revois dans ce kebab là, donc qui n'existe plus maintenant. Mais qu'est-ce qu'ils t'ont foutu dans un kebab? Bah en fait c'était j'allais dire un hôpital de fortune, tu vois. Ah là là. Donc on a été, une partie était parquée dans dans ce kebab qui était en face de la Belle Équipe, et moi j'étais celui qui était le moins entre guillemets donc blessé de tous. Et je revois en fait le propriétaire en fait du kebab qui était derrière son stand là, et je lui demandais en fait, comme il faisait rien en fait, s'il pouvait me faire un kebab salade tomate oignon, tu vois. Et le mec, je revois encore, c'était de l'humour encore une fois, et le mec est complètement, il savait pas ce qui se passait dans son kebab quoi. C'était vraiment lunaire quoi. J'avoue que là, c'était le bon moment d'avoir un kebab gratuit. Oh là, quand même. ouais. Tu vois, s'il y a un soir où tu le mérites. Moi, je me serais taché parce que j'avais qu'une seule main. Oui, mais t'étais plus assez après sur le pull non, Sandro, c'est si je peux me permettre. Ça, c'est clair. C'est clair, quoi. Mais Et à quel moment t'arrives enfin à contacter ta nana? En fait, j'ai réussi à la contacter donc dans la cage d'escalier rue Crussol. Ok. Mais en fait, j'ai pas réussi à l'appeler elle. J'ai réussi parce qu'elle ne décrochait pas. Donc en fait, j'ai appelé mes voisins de palier qui sont venus la réveiller parce qu'elle dormait. Elle avait eu une longue semaine parce qu'elle a un travail à la con, et en gros, en fait, elle dormait déjà. Et donc, du coup, ce sont mes voisins de l'époque, en fait, qui sont allés frapper à la porte, qui l'ont réveillée, et qui lui ont dit, qui ont entendu le téléphone en disant, bon, bah, Mathieu voudrait te parler, quoi. Ok, mais tout de suite, elle a tout de suite su que tu étais vivant avant même d'être informée de ce qui se passait. Exactement. Donc ça me rassure pour elle. Exactement. Elle n'a pas eu, en fait, le temps. Voilà. Non, elle a pas été au courant, en fait. Elle a su que j'étais effectivement en vie, que son frère était également encore en vie, et sa belle-sœur. Ça, je suis heureuse pour elle de pas avoir eu ce moment-là où elle s'est dit qu'elle vous perdait tous avant. Ça doit être terrifiant, et tu vois. Ouais. Bah en fait, c'était pas pour nous, c'était tellement entre guillemets donc anodin d'aller. En fait, ça faisait vraiment partie de la vie tout court, d'aller à un concert ou de sortir. Donc on n'avertissait pas tout le monde en fait de nos faits et gestes, quoi. Bah bien sûr. Et je sais même pas si, enfin mes parents n'étaient pas au courant que j'allais voir ce concert. Tu connaissais même pas le groupe 30 minutes avant, non, donc bon. Donc c'est. Donc ouais, c'était vraiment là, c'était vraiment un concours de circonstances, quoi. C'était vraiment le genre entre guillemets idéal, je sais pas, mais en tout cas de dire ok, c'est mon beau-frère qui me demande ça, qui m'invite, j'y vais, quoi. Il aurait pu m'inviter à voir Chantal Goya. Chantal, si tu nous écoutes, on t'aime. C'est clair. Voilà, mais moins de risques. ouais, quoique c'est quoi là, c'est un chasseur. Ah oui. Aïe aïe aïe, elle est ghetto en fait. Elle est ghetto. Quand on y réfléchit. Ouais, mais avec sa valise et ses chaussettes à pois. Ouais. Mais oui, donc non, elle a pas eu ce moment-là. Mais après, effectivement, donc ça a été quand même c'était
Un peu comme ce qu'on vit actuellement avec les QR codes en fait dans la partie jaune, rouge et grise de Paris avec les JO. En fait, c'était un peu compliqué de se balader entre guillemets, donc de circuler dans Paris en fait cette nuit-là et les jours d'après. Donc effectivement, son réflexe a été de me chercher dans les hôpitaux. Elle aurait dû chercher dans les kebabs. Mais oui, mais quelle idée, quelle idée. Non. Ça devait pas être évident ensuite d'habiter si près pour toi, non? Non. Franchement, non, ça m'a pas. Non, ça m'a pas. Je passe aujourd'hui, tous les jours devant, quoi, pratiquement, tu vois. Donc c'est. Mais on va y venir. Maintenant, tu passes à vélo. Maintenant, je passe à vélo. Ouais. Est-ce que ça te dit qu'on parle de l'après? Ouais, grand plaisir. Parce que je m'attendais pas à en parler autant, sincèrement, tu vois. Tu t'aurais dû m'arrêter. Non, ça va, je sais pas trop. Non, du tout. Non, franchement, parce que je filtre pas mal, quoi. Bah oui, et puis j'ai pas du tout envie tu vas d'être impudique, non, en tout cas, non. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais non, c'est oui, effectivement, il y a eu un impact. À l'époque, je travaillais à la Défense et j'habitais dans l'Est parisien, donc Ménilmontant, donc il fallait traverser en fait tout Paris. Et donc du coup, mon quotidien, c'était le quotidien de beaucoup de Parisiens, c'est-à-dire respirer les aisselles en fait de tout le monde dans les. On adore. T'aurais pu faire ta marque de déo. J'aurais pu faire ma marque de déo. Salut Justine Hutto. C'est ça, j'arrive. Ouais, j'arrive. Je te croise régulièrement à la salle de sport. Je viendrai te faire coucou. Ouais, j'aurais pu faire une marque de déo, effectivement. Mais Anna me l'a pas demandé, donc ma fille. Donc, mais qui sait ce qu'elle me demandera en fait, parce qu'elle est pleine d'imagination. C'est clair. Et donc du coup, oui, donc l'une des premières, on va dire. Au départ, en fait, je me déplaçais souvent en fait en taxi, quoi, mais c'était pas viable. Et puis après, en fait, j'ai fait l'acquisition d'un super vélo. Est-ce que tu avais des difficultés à être dans des espaces clos, type Galerie Lafayette, etc. Ah bah, je te pose des questions naïves. Hein, mais... Non, c'est absolument pas naïf. C'est effectivement donc très juste, quoi. Tu vois. Donc même maintenant, et là, ça va faire en fait 9 ans bientôt. Je suis pas à l'aise dans ce genre d'endroit. Et je pense qu'aujourd'hui, les transports en commun, je dois les prendre peut-être 4 ou 5 fois dans l'année. Tu vois, par exemple, demain j'ai un rendez-vous, donc j'habite dans l'Est parisien encore, Nord-Est parisien. Demain j'ai un rendez-vous à Montparnasse, et comme Paris en fait est avec la préparation en fait des JO, la cérémonie, donc là il est impossible en fait de traverser, etc. Donc j'appréhende en fait de prendre le métro pour aller à mon rendez-vous demain à Montparnasse. Tu vois. Donc pour moi en fait le vélo c'est un synonyme de liberté, et c'est surtout en fait donc de pouvoir et de contrôle aussi, non? Ah mais complètement. D'avoir toi le contrôle sur la situation. Peut-être que c'est peut-être plus risqué, hein, le vélo à Paris. Ah, mais je dis pas que c'est juste ou pas, mais je comprends l'état d'esprit. Ah, mais là, c'est effectivement, tu es libre de tes déplacements, tu dépends pas des autres. Je pense qu'on a beaucoup de chance malgré tout d'avoir un système en fait de transport en commun. On a beau s'en plaindre, je trouve qu'il est clairement exceptionnel malgré tout. Ouais. Donc oui, ça arrive en fait qu'il s'arrête, mais effectivement, si je me retrouve dans le métro et il est bloqué entre deux stations. S'il y en a un qui commence à avoir des perles sur le front, c'est bien moi, quoi. Parce que c'est des situations en fait angoissantes pour moi. Bien sûr. Donc le vélo pour moi c'est un bonheur. Je peux être n'importe où en fait en 20 minutes. Et donc du coup le vélo je faisais, moi j'ai grandi dans un village en fait de 400 habitants, donc je faisais du vélo pour aller voir ma petite amie quand j'étais au collège, quoi. Mais après j'ai pas eu ce réflexe-là quand j'habitais à Londres ou à Paris, depuis que je suis à Paris. Mais maintenant c'est devenu mon moyen. C'est une nécessité. Nécessité, ouais. C'est non négociable en fait. Et aujourd'hui, si je ne fais pas de vélo, je suis triste. Tu vois, il y a plusieurs choses en fait. On pourra en parler aussi, mais de toute façon, en fait, cette après soirée du 13 novembre, en fait, c'est vraiment la recherche du plaisir. Donc, tu vois. Le vélo, il faut que j'en fasse parce que sinon je rumine. Faut que je parle espagnol, sinon je suis. Ouais, ça c'est cool. Ça te rend heureux, ça t'épanouit. Ouais, cette langue me rend heureux et donc j'ai une société en Espagne sur un autre projet, mais parce que en fait c'est un truc J'ai une société en Espagne avec un de mes meilleurs amis, enfin avec mes 2 meilleurs amis, on a cette société-là, et donc du coup il y a soit de l'amitié ou soit de l'amour dans mes projets maintenant. Ok. Donc c'est
Voir tourne autour de ça. l'amour et l'amitié, d'ailleurs. C'est de l'amour. Pour eux, c'est de l'amour. C'est clairement de l'amour pour Mélanie. Oui, c'est de l'amour. Qu'est-ce que ça a changé profondément en toi dans ta façon de regarder le monde? Il n'y a pas que du positif, hein. En tout cas, en fait, peut-être cette tendance entre guillemets à chercher. Tu vois, il y a eu une forme à un moment donné. Alors, je me suis un peu calmé, mais il y a eu une forme de non pas curiosité. Alors, je suis passé par une étape de curiosité morbide, mais aussi en fait une étape de curiosité tout court. En fait, à partir du moment où j'entendais par exemple, la force de Twitter ou de X, en fait, c'est que tu peux savoir ce qui se passe à n'importe quel moment. En temps réel. Mm-hmm. Et effectivement, donc à un moment donné. Alors déjà, en fait, de par mon métier, donc dans le recrutement, je passais facilement plusieurs heures en fait par jour sur LinkedIn. Mm-hmm. Et maintenant, c'est LinkedIn, Twitter, et Twitter, c'est X, c'est ça peut être une drogue, hein. Ça peut être une drogue. Donc clair, et moi, on y trouve. Moi, j'arrive pas à m'y mettre. Parce que... reste sur Twitter. Ouais. X. C'est un truc de boomer, hein, mais je l'ai pas dit, c'est toi qui l'as dit. C'est la barbe blanche que j'ai, ça va me suivre, le père Fouras. Mais non, effectivement, donc chercher sur X les informations. En fait, on trouve tout ce qu'on veut trouver. Même donc c'est vraiment j'allais dire une saloperie, mais effectivement un peu. Ouais, non, je confirme. Donc là-dessus, ça t'a donné une sorte de frénésie de savoir, et parfois t'arrivais pas à t'arrêter, t'avais besoin de trop savoir. Encore maintenant, en fait, j'ai du mal. En fait, j'ai encore du mal à me limiter. Clairement, mon téléphone, c'est une extension de mon bras. Hein. Comme de tout, ça, t'inquiète. Et je passe. T'es d'accord avec moi, Tara? On est en train de faire un rêve. Un rêve. Elle aboie dans son rêve. Oh, beauté, c'est trop mignon. Elle est trop belle. Ouais, donc effectivement, là, c'est toujours. Et puis en plus, là, tu vois, donc dans ce projet qui, donc là, en l'occurrence, c'est Instagram. En fait, il y a un sacré support. Donc du coup, je passe des heures sur Instagram par jour. C'est un truc de dingue. Et je pense pas que ça me rende plus intelligent, quoi. Non, c'est sûr. Mais c'est aussi, j'imagine, on en parlait tout à l'heure, tu me disais à quel point ça t'avait transformé. Alors, pas qu'en bon, parce que ça reste un traumatisme, et ce serait le monde des bisounours de dire c'est incroyable depuis... non. En fait, maintenant, t'as d'autres casseroles que avec lesquelles tu dealeras toute ta vie, c'est certain. Tu me disais aussi que ça avait vachement changé ta façon de concevoir la vie et que t'avais plus envie de t'emmerder avec des trucs de faux cul, en gros. C'est ça? Je sais pas si je le dis de la bonne manière, mais je vais prendre un bonbon. Vas-y, je t'en prie. J'en ai pris 2, et ils étaient collés ensemble, c'est pas de ma faute. Non, exactement. Non, mais tu vois, pendant de nombreuses années, en fait, j'ai travaillé. Aujourd'hui, en fait, je suis CPO de ma société, donc Chief Paillette Officer. Wow. Tu vois, et c'est un peu en fait un pied de nez ou en fait à mon ancienne carrière ou à mon ancienne industrie, en fait, où je trouve que les titres, on va pas aller bien loin en fait avec un titre, quoi. Surtout en fait. Et moi, le premier, je me disais sur le sol, les punaises, j'aurais pas mon titre de directeur, quoi. Maintenant, je m'en fiche, et quelque part, en fait, ça me fait sourire, en fait, donc de me nommer CPO. Et je respecte en fait les personnes qui sont vraiment donc très, et ça je pense que c'est typiquement français, je pense pas, parce que en tout cas donc sur LinkedIn c'est vraiment la course au titre le plus pompeux, et tout le monde est CEO de sa boîte ou CEO de son bureau. Sûr. Mais au final ça veut pas dire grand chose. Ça veut pas dire grand chose. Et ça en fait tu vois, donc ça a clairement évolué, parce que je te disais tout à l'heure en fait que, alors est-ce que je suis moins con? Je suis toujours très con, mais est-ce que je suis moins con? Je l'espère, mais j'ai certainement pas été très simple avant le Bataclan. J'ose espérer que c'est mieux de travailler avec moi. En tout cas, c'est loin d'être simple pour moi et toutes les personnes qui sont dans ma tête, mais en tout cas en fait. Oui, les priorités sont plus les mêmes, quoi. Donc la notion d'envie, de plaisir, je te disais ça tout à l'heure, en fait, sont beaucoup plus importantes.
Et tu vois, donc, il y a quelques années, ça pouvait me faire sourire, en fait, les termes de ikigai, etc., où tu trouves les choses dont tu as la passion, t'as les compétences, machin. Au final, c'est ce que je fais. Aujourd'hui, je vais chercher, tu vois, donc, clairement, je te parlais tout à l'heure, en fait, d'une activité que j'ai avec mes deux meilleurs amis, en fait, en Espagne. Bon, c'est un prétexte, en fait. C'est un prétexte pour se croiser, parce que les vies nous ont séparés, géographiquement parlant, et donc d'avoir ce projet ensemble en fait nous permet donc de nous croiser. C'est incroyable comme ça crée quelque chose. Et tu vois, donc on n'aurait pas eu en fait, je pense, ce projet avant. Donc là, c'est bon, il faut qu'on trouve qu'on passe du temps ensemble. Et puis oui, effectivement, donc je disais l'Espagne. Enfin, moi alors j'ai pas du tout d'origine espagnole, mais effectivement, j'ai un amour profond en fait pour ce pays, pour cette langue. Et oui, maintenant, oui, j'ai besoin au quotidien, en fait, donc de le parler, d'écouter des podcasts en espagnol. C'est ce que je fais au quotidien. Et puis, en fait, t'es revenu aux deux trucs les plus basiques sur cette terre et les plus compliqués, c'est la notion de plaisir et d'amour. En gros, trouver des petits plaisirs dans tous les aspects de la vie, ça peut être juste prendre son vélo le matin, jouer avec sa fille, lui ramener des petits bonbons, mettre des paillettes dans la vie des gens, et aussi s'entourer d'amour. Et tu sais, c'est les deux trucs souvent qu'on oublie parce que, qu'on oublie. Non, in fine, mais dans le train-train quotidien, on recherche la stabilité financière, il faut avoir des biens, des trucs, des machins. C'est pas ce qui compte, quoi. Je pense être un peu moins con qu'avant. Je suis toujours con, mais on parlait de montres avant. J'ai collectionné les montres, j'adorais. Enfin, le cliché, les belles voitures, etc. Je suis toujours matérialiste, mais ça n'a rien à voir par rapport à avant. En fait, tu vois, et c'est clair que quand je parle, on en parlera peut-être tout à l'heure, en fait, donc de Helmut, en fait, donc de ces fameux couvre-casques, qui est à l'origine, en fait, un projet à l'origine de ma fille. Ce qui me plaît particulièrement, en fait, donc dans ce projet, en fait, c'est que je suis en capacité tous les jours, quand je me couche, comme je repasse les visages en revue, de voir le nombre de sourires dont je suis à l'origine. Parce qu'en fait, tu vois, donc c'est un simple casque, mais en fait, et c'est aussi un truc qui me plaît particulièrement. Alors au-delà donc du fait que pour moi c'est quand même l'essentiel, mais au-delà du fait en fait que ce soit un projet que je partage avec ma fille, ce que j'aime particulièrement en fait, et c'est un truc aussi bête que ça, on est un couvre-casque à paillettes. En fait, tu n'imagines pas le nombre de sourires que ça génère. On m'en parle une 40aine de fois par jour. Oh, mais c'est magique. On m'arrête en fait au feu, au stop, et les personnes que tu n'imagines absolument pas, tu vois, donc oui, un peu sérieux. Le motard avec la grosse barbe, etc., avec un ange dans le dos, etc., tu vois, donc le mec il te sourit. Le bonhomme, quoi. Le bonhomme. Et ben non, franchement, c'est un truc, et ça, je te jure, ça me remplit de joie. Ah ouais, je comprends. Parce que en fait, j'ai le sentiment qu'en ce moment, on nous sépare, on cherche à nous séparer, etc. Et ça, en fait, des petits bonheurs qui coûtent rien, mais qui font le plus grand bien, tu vois. Donc ça, en fait, quelque part, c'est... je me faisais la réflexion, tu vois, donc ce sont des couvre-casques. En fait, c'est nos Helmut, là, nos produits, en fait, c'est un cache-misère. Et la misère étant, en fait, le casque, parce qu'un casque, c'est vraiment pas beau. Quechua, oui, c'est un casque Quechua. C'est de la très bonne qualité. Moi, j'ai tout Quechua. Hein. Ben voilà, moi aussi. Tu vois, donc avant de mettre avant de mettre des couvre-casques, en fait, non, tu vois, donc c'est un peu comme notre ami Seguela qui disait, si t'as pas une Rolex à 50 ans, en fait, c'est ta vie. Si t'as pas ton couvre-casque. Alors, on va pas en arriver là. À 34 ans. À 34 ans, t'es vraiment un gland. Non, mais en fait, tu vois, donc c'est un truc de ouf, quoi. Je sais pas si tu connais les casques de la marque Casque. K-A-S-K. Non. Et ça coûte une blinde. Ça coûte une blinde. En fait, ce sont des casques un peu brillants. Enfin, ils sont brillants, non, luisants. En fait, très sobres, avec une visière devant. Ok. Et ça coûte une blinde. Et effectivement, alors une blinde, c'est 200 et quelques euros, quoi. Et ça protège comme un casque Quechua. À 30 balles, bien sûr.
con comme je suis, bien sûr que j'ai acheté un casque. Mais mes origines ch'tis font que je passe régulièrement du temps dans les cafés. Et en gros, je l'ai oublié. Et 10 minutes après, il avait disparu, mon casque. Donc du coup, je me suis acheté un casque Quechua. Mais avec mes Helmut, aujourd'hui, en termes donc d'objets extraordinaires, en fait, on surpasse en fait pour beaucoup moins cher mais tu vois, donc ce côté en fait. Cette étiquette sociale en fait que tu veux te mettre et ça en fait ça m'use en fait. Et ça y est, ça tu l'as laissé derrière toi. J'y travaille parce que encore tu vois donc je pense que je suis épicurien et donc du coup j'aime me faire plaisir et faire plaisir aux autres. Je pense que c'est plus dans l'autre sens même. Je préfère faire plaisir aux autres et après ça me fait plaisir. Mais Ouais, mais tu vois, tu parles de montre, je te coupe, mais il y a une grande différence. Par exemple, moi, j'aimerais vraiment avoir une belle montre, mais j'ai aucune envie que ce soit quelque chose pour me la péter ou que ce soit ostentatoire. J'ai envie de m'offrir un bel objet parce qu'en plus, c'était la passion de mon père et donc j'ai envie de garder un lien. Je pense qu'il y a deux façons de voir les choses et on sait pas nécessairement dans d'ailleurs l'accumulation de choses parce que quand t'as 12 montres, le sentimental ça a plus le même effet que d'avoir sa belle montre qu'on va pouvoir transmettre, etc. Je suis j'avais une vingtaine de montres, mais de très belles montres et maintenant en fait j'ai un peu réduit la voilure et là. Donne-moi ton adresse et le code d'entrée de la meuf qui veut te voler. Bon bah je peux te donner, c'est au coffre dans tous les cas. Mais non maintenant en fait. La question que je me pose en fait sur quand j'achète une montre, alors maintenant il s'avère que ce que ça a changé aussi en fait, c'est qu'aujourd'hui j'ai beaucoup moins d'argent. Mais je suis peut-être riche mais différemment en tout cas. Mais richesse qui t'apporte plus. Ouais, mais par exemple tu vois donc les montres que j'ai aujourd'hui, ce sont des montres avec lesquelles j'ai envie de vieillir. Tu vois donc, c'est pas pareil. Non, c'est pas du tout la même chose. Et je pense tu vois donc aussi les montres symboliquement parlant, c'est le temps qui passe, etc. Et avant, je ne portais pas forcément donc les montres. Maintenant, en fait, je suis content en fait de voir. Faut en profiter. Ouais, je suis content de voir les coups qu'il y a. Tu vois, donc au final, ce sont, tu vois, la cicatrice de ma main. Ils ont fait un. C'est bien fait parce que moi j'aurais jamais remarqué. Ah non, mais ça me rend encore plus sexy quoi. C'est un truc de fou quoi. C'est clair. T'as vu? Oh là là. Mais non, mais franchement. J'aurais pu, franchement, je peux remercier les hôpitaux, le système de santé français. Et j'ai eu plusieurs opérations et effectivement, ça se voit plus trop maintenant. Assez pour que ce soit, si tu veux, un moyen de te la péter, comme tu le disais. Bien sûr. Surtout, laissez-moi je me balade toujours avec la main en l'air comme ça. Tout le monde pense en fait que j'arrête des taxis, mais non, c'est juste que j'ai envie de montrer ma main. Tu vois, je suis dégoûtée. J'ai une blessure au genou parce que je suis tombée à vélo avec ma pote Isa et personne me demande jamais ce que je me suis fait et ça m'emmerde quoi. La prochaine fois que je te croiserai, mais c'est quoi cette blessure? Ah bah merci de me demander. Alors en fait, je faisais une rando entre Nantes et l'île de Ré. Non, c'est important. Ben oui. Mais non, effectivement, donc non, il faut les faire vivre les objets quoi. Il faut les faire vivre les objets et les aimer et garder. Bah alors ça c'est vraiment, tu sais, la nana qui faisait Marie Kondo là. Alors moi, tu vois mon appart, tu comprends tout de suite que je ne suis pas Marie Kondo. C'est un peu en bordel par rapport à chez moi. Alors non, chez mon coin, on va dire, parce que chez moi c'est cool, c'est bien rangé, sauf mon coin moi. Oui bon ouais, on s'entend. En revanche. Moi, je veux vraiment pas accumuler pour accumuler sans avoir de plaisir. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de vintage. C'est que je suis très émue de chaque objet. Parce qu'il y a un sens, etc. Et je trouve qu'avoir un bel objet, mais qui nous apporte du plaisir, et on en revient à ce terme-là dont tu parlais tout à l'heure, c'est génial. Tu regardes ta montre, tu te dis, je me la suis offert moi-même. Oui. C'est une vraie fierté. En plus, t'aimes les montres, il y a une jolie histoire derrière. Tu sais que c'est ta seule coquetterie parce que à part ton casque, honnêtement vous les mecs ça vous manque des petites boucles d'oreilles, des petits il a des mocassins, non j'ai rien dit. Mais le casque quand même, j'avoue que c'est un peu la pièce maîtresse. Ah mais c'est un truc de ouf. On va terminer en quelques mots sur Helmut. Qu'est-ce que tu as envie de transmettre comme valeur aujourd'hui avec ça, parce que c'est vraiment avec ta fille, ta directeur artistique. Oui, c'est ma CEO. Ah ouais, carrément. Chief Enfant Officer. C'est trop mignon. Non, alors à la base c'était vraiment un délire.
Ah ouais? Bah oui, parce qu'en fait, donc Anna est très coquette et elle aime bien elle aime bien choisir ses vêtements. Elle passe toujours en fait 10 minutes, un quart d'heure tous les matins à Tu choisir vois, ses c'est une vêtements. nana. C'est une nana. Elle a du caractère, du tempérament et c'est ce qu'elle veut. Exactement. Je t'avais dit ça ou pas? Et oui. Voilà. Et le papa a refusé en fait de lui acheter un casque et en fait, quand elle avait quelque chose en tête, en fait, elle a vraiment, elle a insisté, mais j'ai toujours résisté. Et on était allé à la piscine et elle a enfilé son bonnet de bain sur son casque quechua. Et là, je lui ai dit, bah tiens, ça me va, tu vois. Donc, t'acheter une Charlotte pour un casque, en fait, ça ne me dérange absolument pas. Plutôt que d'acheter un casque entier, etc. On va pas se retrouver en vivant dans un appartement avec 10 casques parce que Madame a envie d'avoir quelque chose qui aille avec sa tenue du jour, quoi. Donc, en fait, j'ai cherché, j'ai rien trouvé, si ce n'est en fait ce qu'on peut voir dans les stations de ski, en fait, pour les enfants ou les adultes, les têtes, les licornes avec les cornes, etc. Et ça, elle, ça lui plaît pas et moi non plus. Ouais. Donc du coup, en fait, je lui dis bah tiens, si ça te dirait en fait qu'on fasse ça ensemble. Elle me dit mais complètement, voilà, c'est ça qu'il me faut. Et en gros, donc du coup, elle me dit bah moi, il me faut des paillettes, il me faut un truc un peu tout doux pour l'hiver et il me faut, j'aime bien le léopard. Donc on a fait ça ensemble. Ok, ouais, c'est vraiment l'idée commune, c'est génial. Ah mais c'est et au départ, tu vois, donc bon, moi j'ai fait mon étude de marché. Alors il n'y a pas beaucoup d'informations, mais en tout cas, donc j'en ai parlé autour de moi. J'ai pris un stand au marché de Noël des Blancs-Manteaux, donc dans le centre de Paris, pour voir si c'était une énième idée à la con en fait de papa ou si c'était un truc rigolo. Ça coûte cher, dis donc le test, parce qu'un stand là-bas c'est hors de prix, non? Ça va. Ça va, ouais, okay. Franchement ça va. C'est pas comme les petites maisons de Noël. Non, c'est pas comme. Oui, d'accord, c'était, c'était en fait un événement organisé par le Lions Club en fait pendant les périodes des fêtes et en fait on a fait un carton plein. Ah ouais. Et carton plein, donc j'avais pour l'événement en fait j'avais créé un site web, j'avais créé une structure en 2.2 parce que ça va super vite. Et voilà, et puis là en 6 mois on en est à 4000 ventes. Waouh. Et en B2C. C'est énorme parce que c'est un secteur niche. Ah bah plus niche tu peux pas parce qu'en fait aujourd'hui tu peux pas faire. Ça veut dire qu'il y a vraiment un besoin. Bah en tout cas en fait c'est l'un de mes challenges aujourd'hui en fait c'est de créer ce besoin parce qu'en fait aujourd'hui tu te réveilles pas le matin en disant tiens je vais chercher sur Google en fait un couvre-casque. Sauf si t'as une petite fille qui s'appelle Anna et qui veut. Ouais mais en tout cas effectivement ouais donc tu vois donc on sera maison et objet en septembre, on a un corner au BHV en fait à la rentrée aussi. Ah ouais là c'est en train de vraiment monter hein. On est en train d'ouvrir une filiale en Angleterre, cool. Un distributeur, j'ai signé l'exclusivité en Scandinavie, ils sont venus nous chercher. Et donc, du coup, oui, donc l'objectif, mais franchement, c'est un bonheur parce que tu vois, donc, du coup, j'essaye vraiment, donc, de transposer, en fait, ce que mon ancienne vie ou ma vie encore actuelle, mais en tout cas, avant, dans une grosse société, avec des process, et de l'appliquer. Alors moi, j'apprends tous les jours, non, parce que je connais pas ce secteur d'activité. Et puis le e-commerce, j'y connaissais rien jusqu'ici. Je ne prétends pas connaître quoi que ce soit maintenant non plus. Mais en gros, toutes les semaines, tous les vendredis, en fait, je lui fais mon rapport parce que c'est elle qui est à l'initiative du projet. Et donc du coup, je lui explique les avancées. Donc on a mis des OKR en place. Et j'adore. J'ai une anecdote qui est incroyable. En fait, donc le fameux distributeur en Scandinavie, en fait, le mec m'a croisé en fait dans Paris à vélo et il m'a interpellé en disant mais où est-ce que t'as acheté ton casque? Il me le faut absolument quoi. Énorme. Je dis bah je l'ai pas acheté, en fait on le fabrique. Et là il me dit wow. Et je dis bah justement c'est l'idée de ma fille machin. Et puis après je dis bah je recherche des distributeurs, je sais pas où vous êtes. Bah il dit c'est notre métier. Donc, la vache. Donc vraiment tu vois donc donc les mecs ont dit bah en fait on veut l'exclusivité pour la Norvège, le Danemark et la Suède. Là où il y a beaucoup de vélos, en plus, c'est une culture là-bas. On verra bien. Là, ça sera au salon, au CIFL, au Copenhagen International Fashion Fair, en août, là. Et en gros, en fait, je raconte un vendredi, en fin de semaine, en fait, le bilan de la semaine à Anna. Et je lui dis, tu sais, en fait, notre idée à la noix, là, ça commence vraiment à prendre. Alors, on a déjà conscience, parce que tu le disais tout à l'heure, en fait, à l'école, tu sais qu'on a aujourd'hui des parents qui ont été obligés d'acheter des vélos parce que les enfants avaient envie de mettre un casque. Non. Et les parents ont acheté des vélos pour incroyable. C'est un truc de ouf. Incroyable. Et
Et donc je dis à Anna, là, notre idée commence vraiment à prendre là, parce que là toutes les ventes c'est en B2C et en gros en fait on commence à faire du B2B2C, trouver en fait on a des agents commerciaux etc. Qui représentent la marque. Et je lui dis ça commence vraiment en fait là à être un vrai projet quoi, tu vois. Donc il faut vraiment que on saisisse l'opportunité à chaque fois qu'on l'a en fait, donc de mettre en avant Helmut. Comme quoi les enfants sont vraiment extraordinaires. Le samedi, donc ça c'était le vendredi soir. Le samedi matin, je vais à la salle de sport, je rentre à la maison et sur la table de la cuisine, en rentrant, Anna s'était faite une carte de visite. Oh non, oh c'est trop mignon. Une carte de visite, tu vois, donc couvre-casse trop cool pour des personnes encore plus cool. Ça c'est son dessin avec son numéro de téléphone, c'est le mien, son adresse email, Helmut. Donc du coup, moi j'avais pas de carte de visite. Donc la mienne maintenant c'est celle-ci. J'ai pris le même modèle. Mais magique évidemment. Non, mais donc comme quoi tu dis punaise et c'est à mourir de rire, tu vois. En plus, tout a plus de sens, quoi. C'est tellement mignon que t'as plus envie d'acheter un casque qui a une histoire comme la vôtre. Un protège. Bah, c'est surtout, en fait, non. On a, en fait, moi, je fais partie de cette génération. Oui, je suis vieux, où en fait, j'ai appris à faire du ski sans casque. Sans casque. Maintenant, si tu mets pas de casque au ski, c'est mort, quoi. Tout le monde en fait en met. Tu sais que pour la première fois cette année, j'ai eu un casque. Hein. Moi aussi, c'était pas du tout dans ma logique. Ah ouais? Bah mais ouais. Que cette année, mais ça fait déjà quelques années en fait. Ouais, je sais. Mais on était là, bah non. Bah ouais, tu vois, on a résisté. Donc tu vois, donc t'es pas si jeune que ça, parce que. Ah non, je suis pas si jeune que ça. J'ai donné des indices sur mon. Oui, j'ai entendu tout à l'heure. J'ai entendu. Mais tu vois, donc, et les enfants, aujourd'hui, alors le port du casque, c'est obligatoire jusqu'à 12 ans. Mais pour moi, ça devrait être une évidence. Mais je pense que, tu vois, donc, on a tous eu en tant que parents, en fait, des conversations avec nos enfants en disant, mets ton casque. Et non, je veux pas le mettre, etc. Bon, bah, généralement, en fait, moi, je mets mon casque, mais ça m'arrive régulièrement d'avoir un accident. Et pas à cause des autres. Moi, tout seul, parce que j'ai pas vu un nid de poule, parce que j'ai une erreur et je me vautre. Et pourtant, je fais attention, pardon. Et aujourd'hui, je pense en fait que rendre les casques visibles, les rendre un peu funky, un peu rigolo. Alors, j'ai pas prétention en fait donc de qualifier en fait nos couvre-casques comme particulièrement beaux, mais en tout cas en fait ils sont, tu vois, ils sont remarquables. Ils sont remarquables, donc c'est top parce que les gens qui vous voient passer en voiture vous remarquent tout de suite, donc Exactement. Ça c'est un bonus. Et les enfants ont envie de mettre leur casque. Exactement. Et ça, ça fait une différence fou, parce que en fait, avant où tu devais avoir ce petit moment en fait un peu conflictuel avec ton enfant en disant Anna, mets ton casque, on va faire de la trottinette, on va faire machin. Là, elle le met dans l'appartement alors qu'on n'est pas encore dans l'ascenseur, etc. Tu vois, donc et c'est ce côté aussi, je choisis en fonction de ma tenue, etc. Et ça la rend en fait aussi, tu vois, je vais pas parler d'elle en continu, mais en tout cas, elle dit non, c'est important. Elle a vraiment conscience en fait qu'il y a ce côté éducation. Elle est smart cette pépette, hein. Ça a l'air d'aller vite. Elle est rigolote, ouais. Elle est rigolote. Ouais. C'est une nana. C'est une nana. Ouais, sincèrement, je suis très content d'être papa d'une fille. Très content. Qu'est-ce que tu voudrais dire comme mot de la fin? J'ai même pas envie de t'orienter sur quelque chose parce que le sujet est trop fort pour. Wow, j'aurais dû préparer ça, dis donc. Non, c'est beaucoup plus drôle si c'est pas préparé. Ouais, je sais, mais même si ça demande un effort, c'est clair que c'est jamais évident. En fait, il faut toujours essayer de trouver du positif, en fait, dans les challenges, quoi. C'est vrai que c'est plus simple, c'est plus tentant, en fait, donc d'être aspiré par cette spirale infernale du négatif, etc. Mais parfois, en fait, il faut se faire l'effort de relever la tête et de se dire non. Tu vois, je me dis souvent en fait que, et surtout maintenant, que les choses arrivent pour une raison. Alors, ça va peut-être le couper, mais je me dis punaise, parce qu'en fait, il y a un truc que je me reproche, en fait, je me suis reproché peut-être un peu moins maintenant, j'y pense moins, mais avant, je me disais pourquoi moi et pourquoi pas eux, en fait, tu vois, pourquoi moi je suis en vie et pas je les comprends. Et en gros, en fait, oui, effectivement, en tout cas, quand ça t'arrive. En tout cas, quand ça t'arrive, effectivement, essayons, en fait, donc de prendre, c'est le fameux pas de côté, en fait, de faire un pas de côté pour pouvoir dire, ça pourrait être pire. Essayons en fait d'en tirer une leçon, sans clin d'œil au nom du podcast. Mais de vraiment en fait dire voilà,
Je tire quoi de tout ça? Je tire quoi de tout ça, ouais. Mhm. Je tire quoi de tout ça et comment, malgré tout, même si on est dans le brouillard ou quoi que ce soit, on peut on peut avoir quand même du contrôle. On peut, tu vois, donc on peut choisir notre réaction. Tu vois, je sais plus qui m'avait dit ça, en fait. Une émotion, en fait, ne dure que quelques secondes. Après, ça devient un choix. Waouh. Tu vois, c'était en gros, en fait, c'est de la laisser en fait t'imprégner. En fait, il faut l'accueillir, chaque émotion, il faut l'accueillir, mais ou Et la laisser partir. Et la laisser partir, mais effectivement, en fait, après, c'est un choix. En fait, soit tu choisis en fait si t'es en colère, bah tu choisis de la garder cette colère, ou soit en fait tu dis bon bah voilà, donc j'ai conscience que je suis en colère, j'en veux pas quoi. Donc ça paraît simple à dire quoi. Non, mais ça doit être une sacrée gymnastique, surtout quand la colère, toi, elle est immense, parce qu'après un événement comme ça, toutes les émotions sont décuplées par rapport à une anecdote. Tu vois, c'est un truc de fou. Donc toi, t'as dû taffer de malade. Bah pendant longtemps en fait, c'était toute émotion était extrême. Ah ouais. C'est-à-dire que c'était quand j'étais down, j'étais très down. Quand j'étais très positif, c'était franchement c'était fou. Et en fait, je ne trouvais pas, en fait, j'avais pas de juste milieu. C'était vraiment le yo-yo quoi. Ça devait être épuisant. Ouais. Ouais. pour les autres surtout. Merci beaucoup. Donc je m'excuse oui. personne qui. C'est vraiment la leçon de cet épisode. Pardon. Pardon. Mais à culpa. Je vous assure, je suis sympa. Faites-moi coucou dans la rue. Je sais le petit mec à paillettes. Il fait pas de doigt d'honneur. On vous jure. Si vous croisez un mec à paillettes dans les rues de Paris, faites-moi coucou. Faites-lui coucou. Merci Mathieu. Merci à toi, Pauline. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour suivre les coulisses du podcast, n'hésitez pas à me follower sur Instagram @Paulette_Grisoni, sur Twitter podcast LL en majuscule ou sur Facebook La Leçon Podcast. On se dit à très vite pour un nouvel épisode.